Les vidéos précédentes ont été l'occasion pour nous de se poser deux questions inspirées par le conflit actuel en Ukraine. Il s'agissait de la question régionale et de la question de la résistance nationale. On en a déduit un certain nombre de postulats. Maintenant, on pourrait se poser, avec le peu d'éléments que l'on dispose actuellement, la question de l'application de ces postulats au cas ukrainien. Concernant la question régionale, on peut se concentrer sur le cas de la Crimée. Pour rappel, celle-ci est une ancienne région russe cédée à l'Ukraine par Khrouchtchev à une époque où l'on pensait l'URSS éternelle. À sa chute, elle s'est donc retrouvée en Ukraine. Mais la Crimée ne se sentait pas tellement ukrainienne et n'a accepté de le rester qu'à condition d'obtenir une grande autonomie. Ses relations avec le pouvoir central à Kiev se sont depuis quelque peu stabilisées, mais sont restées tendues. Pour des raisons de concision, je passe sur un déroulement précis de l'histoire. Mais sachez que l'Ukraine post-URSS était restée très divisée entre un ouest très pauvre et pro-occidental d'une part, d'autre part un est à peine moins pauvre et pro-russe. La Crimée, dont la majorité de la population se revendique du peuple russe, en fut le cas le plus extrême. Ces tensions éclatèrent lors de la révolte Euromaïdan. Ce mouvement fut initialement une protestation populaire contre le pouvoir autoritaire de Yanukovych, sa corruption, ses liens plus que consanguins avec les oligarques, ses pressions sur la presse, ses atteintes à la liberté d'expression, la centralisation et la personnalisation du pouvoir dans ses mains, ainsi que contre son rapprochement avec la Russie au détriment de l'UE. Ce mouvement eut son épicentre à l'ouest, à dominante européiste et pro-occidentale, alors que les mouvements de soutien à Yanukovych et pro-russe se situaient davantage à l'est, notamment en Crimée où seulement 15% de la population se revendiquait alors ukrainienne. L'Est n'était donc pas très fan du mouvement européiste de Maïdan. Encore moins de la loi du 23 février 2014 qui retirait aux langues régionales comme le russe leur statut officiel. Les non-ukrainophones risquaient alors de devenir des citoyens de seconde zone. Il y eut donc des manifestations anti-Maïdan sur le territoire, surtout à l'extrême est où elles ont abouti à quelques émeutes ça et là. La Russie a sauté sur l'occasion pour instrumentaliser ces émeutes, les financer pour accroître largement leur ampleur afin que l'Ukraine perde le contrôle de ses territoires. Le but pour la Russie était alors d'annexer la Crimée et de créer un conflit gelé dans le Donbass visant à empêcher l'Ukraine d'adhérer juridiquement à l'OTAN. Environ 80% des soldats ukrainiens de Crimée avaient d'ailleurs à ce moment-là rejoint l'armée russe. Le fort sentiment pro-russe en Crimée avait pour conséquence que la majorité de la population était favorable au rattachement. Cela ne concerne bien entendu pas les Tatars de Crimée qui ont un vieux contentieux avec Moscou. On a donc ici un petit résumé des faits liés à la Crimée. Reste encore à en donner les conséquences sur le prolétariat du point de vue de ses intérêts de classe, de l'avancée du processus révolutionnaire et du socialisme. Eh bien, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on n'a pas vraiment avancé. Certes, une certaine unité culturelle favorise la cohésion du prolétariat au cours de ses luttes sur place. C'est là un fait indéniable. Mais toujours est-il que, fondamentalement, la Crimée est passée de l'Ukraine à la Russie, c'est-à-dire d'un régime capitaliste oligarchique à un autre régime capitaliste oligarchique. Elle est juste passée d'un État disputé par deux camps impérialistes à l'un de ces camps impérialistes. On est donc bien loin du socialisme et de l'émancipation du prolétariat. On peut donc conclure sur cette question que si l'autodétermination des peuples reste un axe inaliénable, il n'empêche qu'il ne faut pas se voiler la face sur leur contenu de classe et éviter de se reposer sur une autodétermination qui, si proclamée dans une société toujours capitaliste, ne suffirait pas pour obtenir son renversement au profit du socialisme. Notons que l'autodétermination des peuples ne donne pas des résultats figés. Les Criméens peuvent avoir changé d'avis depuis 2014 et désormais préférer l'Ukraine alors qu'ils préféraient auparavant la Russie. Ou aucun des deux.
Bien évidemment, si cela arrivait, je serais fort étonné que le Kremlin les laisse partir. Il serait ici plutôt probable que ce dernier lance une nouvelle intervention impérialiste contre les premiers et que ces premiers doivent y résister. Tiens d'ailleurs, en parlant de résistance, le moment est venu de traiter la question de la résistance nationale ukrainienne. Pour commencer, il faut caractériser ce qui a motivé l'émergence de la résistance ukrainienne, à savoir la guerre lancée militairement parlant par la Russie. Cette guerre est sans nul doute possible une guerre impérialiste, une guerre de prédation qui vise à satisfaire les capitaux financiers russes par l'intermédiaire de son bras armé, l'État bourgeois dirigiste russe. Il en résulte donc que la résistance ukrainienne est parfaitement justifiée. La résistance à l'impérialisme est en effet, on ne peut plus légitime. Si l'on s'arrêtait là, on en conclurait qu'il faudrait alors soutenir sans réserve la résistance ukrainienne dans sa tentative maintenant en voie de succès de reconquérir l'Ukraine. Mais est-ce si simple ? Peut-on se contenter de voir ce conflit comme une lutte entre une Ukraine combattant héroïquement pour son indépendance et un impérialisme russe brutal, criminel et monstrueux qui cherche à l'asservir par tous les moyens ? Je ne suis pas d'accord, car ce serait ici tout à fait simpliste. Premièrement, il faut savoir que la guerre menée par la Russie est, du point de vue de l'impérialisme, moins expansive que défensive. La guerre menée par la Russie est avant tout une guerre de défense de son impérialisme. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la résistance nationale, ce genre de guerre reste une guerre impérialiste, donc une guerre indéfendable. Cependant, elle signifie qu'il existe en face au moins un impérialisme en phase expansionniste. Il s'agit ici de la coalition impérialiste euro-atlantiste, dont le versant économique européen est l'UE et dont le versant militaire général est l'OTAN. Or, cette coalition n'a pas cessé de s'étendre vers l'Est depuis la chute de l'URSS, grignotant au passage l'ancienne zone d'influence russe, non pas pour la rendre indépendante, bien sûr, mais pour l'arrimer à son giron. Pour s'étendre à l'Est, cette coalition, États-Unis en tête, y a continuellement financé des partis euro-atlantistes depuis 1991, souvent via des ONG, et instrumentaliser des révolutions de couleur. Je dis instrumentalisées parce qu'elles n'ont pas été créées de toutes pièces par les États-Unis, mais démarraient sous la forme de mouvements de protestation populaire opposés à la censure, aux pressions sur la presse, aux fraudes électorales, à la répression, l'autoritarisme et à la corruption du pouvoir en place. Elles étaient cependant rapidement instrumentalisées, elles et leurs valeurs, financées, et leurs leaders cooptés pour servir un agenda géopolitique euro-atlantiste. Dans le cas de l'Ukraine, Yanukovych voulait en 2010 développer les relations à la fois avec l'UE et la Russie. Des négociations étaient par exemple en cours pour un accord de libre-échange avec l'UE et un autre avec la Russie. Mais les deux n'étaient pas cumulables. S'ils étaient tous signés, alors les deux zones de libre-échange auraient fusionné par l'intermédiaire de l'Ukraine en un gigantesque marché commun eurasiatique qui aurait mis en concurrence des milliers d'entreprises sur toute sa superficie. Yanukovych a donc dû choisir. L'accord avec l'UE était coûteux à cause de la mise au standard, mais manquait grandement d'aide financière. L'ouverture des frontières aurait signifié la faillite des entreprises ukrainiennes au profit des multinationales de l'Ouest venues s'installer pour faire du dumping. Enfin, l'accord allait faire primer le Conseil d'association et le Comité du commerce en tant qu'autorité décisionnelle sur les lois et constitutions ukrainiennes. C'est donc un projet d'exploitation complet au service des multinationales euro-atlantistes par l'intermédiaire d'instances supranationales technocratiques. De son côté, l'accord avec la Russie prévoyait la levée des barrières douanières entre les deux pays, un prêt d'équivalent 15 milliards de dollars et une baisse de 30% du prix du gaz.
Les autres contreparties allaient être négociées après les prochaines élections présidentielles ukrainiennes. Si les entreprises ukrainiennes auraient aussi subi la concurrence des entreprises russes, celle-ci aurait été moindre du fait des divergences moindres entre les économies et technologies de ces pays, donc avec des dumpings moins élevés. Enfin, retarder la décision des contreparties jusqu'après les élections présidentielles ukrainiennes permettait à Yanukovych de mettre en avant un accord en apparence plus avantageux car n'incluant pas encore de contreparties potentiellement gênantes. Pour Yanukovych, le choix était donc évident. Il oublie l'accord avec l'UE et signe l'accord avec la Russie. Peu après son refus, la place Maïdan se remplit de manifestants avec ingérence euro-atlantiste associative comparable. Le mouvement, initialement populaire, politiquement bigarré avec une dominante européiste, subit la répression féroce du gouvernement Yanukovych. Celle-ci dissuade rapidement le manifestant lambda et favorise au contraire ceux qui n'ont pas peur de la castagne, notamment les néo-nazis. Le mouvement se retrouve donc progressivement infiltré par les néo-nazis qui prennent de l'influence avant de répliquer avec la même violence. Ces néo-nazis ne sont pas forcément pro-UE et pro-OTAN, certains sont contre, mais ils sont tous viscéralement anti-russes, d'où leur présence. Les tensions montent jusqu'à déboucher sur le renversement de Yanukovych. Le gouvernement provisoire est ensuite sélectionné par le Parlement national sous influence euro-atlantiste, sans nouvelles élections. Les partis néo-nazis sont minoritaires au sein du gouvernement car jugés trop sulfureux, au profit d'oligarques néolibéraux, européistes, atlantistes, donc davantage dignes de confiance pour cette fraction du capital. Les milices néo-nazis avaient cependant profité de la révolte pour chourer des armes à la police et l'armée qu'elles refusaient ensuite de rendre. La présence de milices néo-nazis armées sur le territoire ukrainien devenait donc gênante pour le pouvoir central. Ces dernières risquaient en effet d'imposer leurs propres lois sur place au détriment de l'État. Il fallait donc que ce dernier réplique. Mais le faire par la force était pour lui risqué et dommageable. Ces groupes sont armés et entraînés par eux-mêmes avec leurs propres moyens, sont capables de largement se salir les mains pour effectuer le plus sale boulot, alors que parallèlement l'armée ukrainienne de 2014 est en piteux état et que l'impérialisme russe venait d'annexer la Crimée. Il a donc eu recours à une autre stratégie. Par exemple, il a intégré le bataillon Azov à l'armée régulière ukrainienne, mais a en contrepartie obligé ce dernier à se débarrasser de ses éléments les plus radicaux et à se retrouver noyé dans une masse de membres non nazis. L'objectif du pouvoir ukrainien était alors de mettre la main sur un bataillon efficace et entraîné tout en diluant son idéologie et en achetant ses chefs afin de le garder sous contrôle. On voit donc que le conflit actuel en Ukraine, comme les luttes populaires qui s'y déroulent, s'inscrivent dans le cadre d'un bras de fer durable entre la Russie et la coalition impérialiste euro-atlantiste pour le repartage du monde. Dans ce cadre, l'élite ukrainienne fait preuve d'opportunisme et sa frange euro-atlantiste, se réclamant des droits de l'homme et de la démocratie, n'hésite pas en réalité à avoir recours à quelques accommodements raisonnables. Notons que Yanukovych a aussi une part de responsabilité dans la visibilité des néo-nazis ukrainiens vu qu'il les avait discrètement financés et mis en lumière médiatique pour s'en servir comme épouvantail électoral, à l'instar de ce qu'avait fait Mitterrand avec le FN au début des années 80 en France. Ces faits ne sont pas sans importance car ils vont bientôt nous éclairer sur les dessous de la résistance ukrainienne. Il faut en effet parler de celle-ci, de sa composition de classe et surtout de celle qui la dirige. La composition de classe générale de la résistance ukrainienne est très bigarrée. On y retrouve toutes les classes sociales. La participation du prolétariat ukrainien y est indéniable, y compris des syndicats. Cependant, ce n'est pas parce que toutes les classes sociales y sont présentes que cela signifie que le mouvement est juste interclasse. Ce qui compte n'est pas tant la composition de classe générale du mouvement que celle de sa direction. Dans les faits,
Si le prolétariat ukrainien fait preuve d'une résistance courageuse, ce n'est pas lui qui dirige les opérations, mais la bourgeoisie. C'est en effet l'État bourgeois ukrainien qui exigea la levée en masse, qui commande le gros des armées, reçoit le gros des livraisons d'armes et surtout gère les rapports sociaux sur les territoires contrôlés par l'armée ukrainienne. Si la population ukrainienne a activement participé à la résistance, ce n'est pas pour autant elle qui la mène. Est-ce que c'est la bourgeoisie ukrainienne qui contrôle cette résistance? Pas tout à fait. En effet, l'Ukraine n'est pas un pays impérialiste, mais un pays victime d'impérialisme. Elle est disputée sur plusieurs plans par l'impérialisme russe et la coalition impérialiste euro-atlantiste dans le cadre de la mondialisation néolibérale, à laquelle la grande majorité de la grande bourgeoisie a intérêt. Par conséquent, la bourgeoisie ukrainienne est à dominante comprador, plus précisément se divise entre autres en fractions euro-atlantistes et fractions pro-russes. Actuellement, c'est la fraction euro-atlantiste qui l'emporte. Cette fraction de la bourgeoisie n'est pas non plus homogène, mais elle aussi divisée intérieurement. Outre quelques oligarques, elle inclut aussi une bonne partie de la bourgeoisie intermédiaire, riche mais moins influente que les oligarques, notamment vis-à-vis de l'appareil d'État. La bourgeoisie intermédiaire veut réduire le pouvoir des oligarques pour pouvoir réellement participer au fonctionnement de l'appareil d'État, mais est tout aussi hostile, voire plus, aux intérêts des travailleurs, et voit le dirigisme étatique comme une continuation de l'URSS, comme une vieille réminiscence du despotisme asiatique qu'elle juge arriéré. Zelensky est un digne représentant de cette tendance. Acteur de métier, il sait très bien comment jouer un rôle, changer de costume ou retourner sa veste. Il s'est fait connaître en jouant le rôle d'un professeur intègre se retrouvant soudain à la tête de l'Ukraine en train de lutter contre la corruption. Cela lui a permis de devenir très populaire dans le pays et de se faire élire en entretenant constamment l'ambiguïté entre sa personne et son personnage. Son parti, Serviteur du peuple, porte d'ailleurs le nom de la série qui l'a rendu célèbre. Faire semblant d'être un président intègre est donc parfaitement dans ses cordes. Zelensky est ensuite un euro-atlantiste. Il voulait, dès juin 2019, adhérer à l'UE et à l'OTAN. Mais vu que son adversaire de l'élection 2019, Poroshenko, était un néolibéral euro-atlantiste notoire, il fallait donc d'abord qu'il passe pour un pro-russe modéré afin de recueillir les voix de l'Est, puis d'enfoncer le clou en jouant sur le rejet des anciens partis et de la corruption omniprésente. Passer pour pro-russe tout en étant euro-atlantiste est un exercice assez périlleux, j'en conviens, mais un acteur soutenu par un appareil de parti et médiatique approprié en reste capable. Cette stratégie du « en même temps » a d'ailleurs été appliquée depuis 2017 par un certain président de la République française, avec plus ou moins de succès. Depuis des décennies, le camp euro-atlantiste impose à l'Ukraine des politiques austéritaires comme les privatisations, les baisses d'aides et de subventions à effet redistributeur, la hausse du tarif des services publics, ainsi que des reculs de l'âge de départ à la retraite ou la baisse de leur valeur. Poroshenko avait par exemple promulgué le 2 mars 2018 une loi visant à terme la privatisation de 3000 entreprises détenues par l'État, dont des infrastructures, des usines et de l'industrie lourde. Zelensky s'inscrit dans la droite lignée de ces politiques. Outre qu'il compte bien mener ce projet à terme, il faut noter que ce projet inclut aussi les installations du port d'Odessa. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'a pas un intérêt stratégique, déclarait-il mardi 29 octobre 2019 lors d'un forum d'investissement à Mariupol. On se demande bien en quoi ce gigantesque port, frontière maritime et pôle économique majeur national,
n'aurait pas d'intérêt stratégique. Bien évidemment, le but est ici de satisfaire les capitaux étrangers, quitte à vendre des fleurons ukrainiens à la découpe. Dans la même veine, il a profité de la crise Covid pour promulguer une loi historique, la libéralisation du secteur agricole ukrainien. Celle-ci était déjà prévue lors de l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Les terres des exploitations collectives ont été redistribuées entre les ménages agricoles en tant qu'exploitants directs et les conseils municipaux pour être loués auprès d'exploitants agricoles. Mais c'est oublier une loi fondamentale du mode de production capitaliste, la concentration des capitaux. Les petits agriculteurs sont pauvres, très pauvres. La récession, l'effondrement des services publics, les privatisations et dérégulations qui ont suivi l'effondrement de l'URSS les ont ruinés. Il faut pourtant des investissements non négligeables pour se lancer dans l'agriculture, encore plus pour qu'elle soit rentable et surtout compétitive dans le cadre de la concurrence mondialisée. Ces moyens, les anciens cadres des kolkhozes les avaient. La plupart des ménages agricoles ont donc préféré vendre leurs terres aux grosses exploitations héritières de l'URSS, qui les ont donc reconcentrées. Pour éviter cela, ou tout du moins pour limiter ce phénomène, fut mis en place en 2001 un moratoire sur la vente des terres agricoles. Celle-ci a été interdite pour bloquer cette reconcentration des terres par une poignée d'oligarques ou par des géants mondiaux, afin de permettre aux petits agriculteurs de conserver leurs terres ainsi que la possibilité d'en vivre. En pratique, la situation des ménages encore propriétaires de terres n'a pas beaucoup changé. La plupart étant incapables de l'exploiter de façon rentable, il est loué donc aux grandes structures contre le versement d'une modeste rente. Vu que les grands capitaux peuvent mettre en concurrence de nombreux petits propriétaires et ont une influence sur le fonctionnement de l'appareil d'État, les loyers sont plafonnés à un niveau faible et ils peuvent s'assurer de renouvellement des bails en rendant les petits propriétaires dépendants à leur égard. Ces derniers sont même régulièrement confrontés à de grandes entreprises agricoles localement présentes de façon monopolistique. Finalement, une nouvelle oligarchie s'est réappropriée les terres en utilisant des filiales ou en achetant des actions de sociétés détentrices pour accumuler les bails. Ayant les moyens pour acheter l'équipement le plus moderne, conseillé par des traders expérimentés et bénéficiant du soutien des institutions internationales, les agro-holdings ont reconcentré de fait la propriété foncière ukrainienne. En revanche, la fin du moratoire signifierait l'élimination progressive des petits exploitants, manquant de moyens pour acquérir la terre, l'intensification de la concentration du foncier agricole dans les mains des oligarques, et finalement la dépossession de millions de paysans ukrainiens. Face à la toute-puissance de l'agrobusiness et des oligarques soutenus par les institutions financières internationales et les grandes banques étrangères, les petits propriétaires fonciers ne feraient pas le poids. Or, c'est justement à ce moratoire qu'il comptait mettre fin. Il avait déjà tenté de le faire fin 2019, sauf que l'opposition des agriculteurs l'avait contraint à reculer. Mais le Covid est passé par là. Face à la menace qu'il représenta pour l'économie ukrainienne, le pouvoir en place quémanda un prêt de 10 milliards de dollars au FMI, que ce dernier accepta sous condition que soit mise en œuvre cette fameuse libéralisation des terres agricoles ukrainiennes. À partir de juillet 2021, les citoyens ukrainiens pourront donc acheter des terres dans une limite de 100 hectares chacun. À partir de janvier 2024, les personnes ou entreprises ukrainiennes pourront ensuite acheter jusqu'à 10 000 hectares chacune. Enfin, un référendum devra décider si les étrangers pourront ou non investir dans l'agriculture ukrainienne. L'acquisition des terres par des États étrangers ou par toute entité russe sera cependant interdite. Il a donc continuellement cherché à faire passer des lois antisociales, voire carrément hostiles aux intérêts des travailleurs, déjà avant la guerre. Je dis déjà car il l'a fait non seulement avant, mais le fait aussi pendant. Il a en effet, au cours de la guerre, ratifié des lois qui autorisent les contrats à durée hebdomadaire flexible,
qui permettent aux entreprises de ne plus payer les travailleurs partis au front et qui retirent enfin toute protection syndicale aux salariés des entreprises de moins de 250 employés. Cette dernière est la loi 5371. Zelensky a déjà tenté de l'introduire en 2021, mais a dû à cette époque plier face au mouvement social. Sauf que cette fois, la guerre lui a permis, grâce à la loi martiale, d'interdire grèves et manifestations pour finalement passer en force. Cette loi instaure le contrat individuel, négocié individuellement par l'employé avec l'employeur, donc retire aux syndicats tout pouvoir légal de négociation collective. Il leur retire aussi la possibilité de s'opposer légalement au licenciement. On note que Zelensky vise, avec cette loi, à s'assurer le soutien des petites et moyennes bourgeoisies, et qu'il profite d'une manière générale de la guerre pour défoncer les droits des travailleurs, préparer la mise aux enchères des couilles du pays et imposer un agenda néolibéral échevelé. Loin d'accorder ne serait-ce qu'une trêve dans les privatisations, le gouvernement ukrainien profite de la guerre pour les simplifier et les accélérer afin d'attirer davantage les investissements étrangers, notamment euro-atlantistes. Ils ont par exemple lancé une nouvelle opération de privatisation d'envergure à partir du 1er septembre 2022. Loin de vouloir les ralentir, ils veulent donc que celle-ci se déroule le plus vite possible. On sait enfin que, depuis Maïdan, des étrangers liés aux grandes institutions néolibérales euro-atlantistes et ou mondiales se sont retrouvés fonctionnaires de l'appareil d'État, si ce n'est ministres. Le régime ukrainien, outre qu'il est bourgeois, est donc aussi comprador, vendu à la coalition impérialiste euro-atlantiste, et fait qui plus est preuve d'un zèle obsessionnel dans la soumission du pays. Historiquement, les mouvements de libération nationale ont adopté des politiques de compromis entre les classes afin de cimenter de vastes mouvements d'union nationale ratissant très large pour libérer le pays de l'oppression coloniale. Si ces compromis sont aujourd'hui critiquables, ces derniers ayant été appliqués dans le cadre de sociétés retardataires, encore marquées par les rapports sociaux précapitalistes, où le prolétariat était minoritaire, encore largement agricole et où l'industrie était faible, ils garantissaient tout de même des conditions d'exploitation moins difficiles pour les exploiter et un développement un minimum autonome via des politiques protectionnistes et relocalisatrices. Aujourd'hui, les sociétés capitalistes modernes, industrialisées, avec une majorité de la population vivante en tant que prolétaire, nécessitent d'insister sur l'autonomie de classe du prolétariat et la révolution socialiste. Cependant, la politique du régime de Zelensky est très éloignée de tout cela. Avec ses privatisations effrénées, sa soumission aux capitaux et institutions supranationales euro-atlantistes, ses traités de libre-échange avec ce même camp et ses attaques zélées contre les conquis sociaux des salariés, elle se rapproche plus de la politique que mènerait un régime comprador pour le compte de capitaux impérialistes. Étant dirigée par un régime comprador, la résistance ukrainienne sera incapable de s'émanciper de la tutelle euro-atlantiste pour concrétiser l'indépendance nationale comme avait pu le faire la résistance française. Les deux forces quasi-hégémoniques de cette résistance, à savoir les gaullistes et le PCF, étaient méfiantes vis-à-vis des États-Unis, donc avaient pu profiter des livraisons d'armes et de matériel états-unien tout en plaçant leurs pions à temps pour empêcher les États-Unis de coloniser la France comme ils avaient prévu de le faire avec l'Amgot. Étant avant tout bourgeois et comprador, le régime ukrainien n'est pas en mesure de mener une lutte de libération nationale, encore moins d'accepter ne serait-ce que de simples compromis de classe. Pire, il fait le contraire, c'est-à-dire qu'il mène une lutte de transfert d'une sphère d'influence impérialiste à une autre, accompagnée d'une politique centrée sur les intérêts de la bourgeoisie, quitte à poignarder dans le dos le prolétariat ukrainien. Quant au mouvement prolétarien ukrainien proprement dit, il n'est actuellement pas en mesure de résister en indépendance de classe prolétarienne et est muselé par la loi martiale qui interdit les grèves et les manifestations. Il se fera donc enculer à sec pendant les années qui y vont venir.
On pourrait alors se dire que Zelensky tente de profiter de la situation pour instaurer un régime autoritaire centré sur sa personne. Et c'est vrai. Bien que son gouvernement soit, comme les précédents, soutenu par au moins quelques oligarques, il a affirmé vouloir lutter contre leur influence sur la société ukrainienne. En pratique, il s'est donc concentré sur les oligarques rivaux. Il peut ainsi se targuer de lutter contre la corruption et le pouvoir des oligarques en tant que tels, alors qu'il vise en réalité à concentrer le pouvoir dans ses mains. Si bien qu'un régime autoritaire autocentré prend effectivement tout doucement forme. Face à l'effondrement de sa popularité, Zelensky s'est rapproché des nationalistes ukrainiens alors qu'il y était initialement très opposé. Bien que minoritaires, ces derniers n'hésitent pas à recourir à la force pour intimider la société, ce qui peut toujours servir à Zelensky lorsqu'elle s'oppose aux mesures néolibérales qu'il défend. On voit donc que, face aux contestations et selon le contexte plus général, le néolibéralisme peut très bien s'appuyer sur le nationalisme bourgeois le plus agressif. Dès 2021, donc avant la guerre, des chaînes d'opposition ont été fermées et des opposants sanctionnés de façon extrajudiciaire, voire pourchassés. Avec le déclenchement du conflit, cela a touché d'autres chaînes ainsi que des dizaines de journalistes, blogueurs ou analystes. En outre, Zelensky a signé un décret obligeant toutes les chaînes ukrainiennes à diffuser le seul point de vue pro-gouvernemental sur la guerre. Il est vrai qu'une bonne partie de cette opposition est pro-russe, tout aussi bourgeoise et antisociale. Mais premièrement pas toutes, et deuxièmement cela sert surtout à Zelensky à renforcer les tendances dictatoriales de son régime. Après-guerre, le gouvernement ukrainien tentera d'unifier culturellement l'Ukraine, un processus que la guerre déclenche déjà via l'intensification des sentiments ethniques et la consolidation de la nation ukrainienne confrontée à l'invasion russe. Je ne suis pas défavorable au principe d'uniformisation culturelle en tant que tel, bien au contraire. Mais si ce dernier n'apporte que la domination, la répression et l'exploitation à la population, surtout au prolétariat, donc sans lui offrir la moindre perspective d'émancipation et d'amélioration, alors elle sera vraisemblablement un désastre. Et la politique menée par Zelensky indique que si tentative d'uniformisation culturelle il y aura, alors elle se fera dans un cadre néolibéral des plus féroces, donc virera à la catastrophe. La guerre russe a certes provoqué une sensible remontée du patriotisme ukrainien, y compris à l'Est, si bien qu'à ce niveau plus rien ne sera comme avant. Mais les politiques néolibérales de Zelensky risquent bientôt de mettre à mal la jeune unité nationale. Quelques mafias pourraient avoir profité de la levée en masse et des distributions d'armes légères, puis des livraisons d'armes lourdes, pour les détourner puis faire du trafic avec ou prendre le contrôle de certains territoires. L'après-guerre risque alors d'être marquée par une prolifération des mafias et de leur trafic, notamment d'armes, ainsi qu'une hausse de leur emprise. Si l'État ukrainien s'affaiblit rapidement, alors les mafias prendront le dessus. Le règne des oligarques sera alors remplacé par celui des parrains et le pays deviendra donc une gigantesque plaque tournante du crime organisé mondial. Si l'État parvient à réprimer les mafias, alors Zelensky concentrera toujours plus de pouvoir entre ses mains. Pendant ce temps, la Russie essuie des défaites militaires. Cela risque d'affaiblir grandement Poutine et de raviver les tensions séparatistes en Russie, par exemple en Tchétchénie, voire de provoquer une crise politique. Dans le cas le plus extrême, le régime pourrait changer, mais il est très peu probable que ce soit un régime euro-atlantiste qui l'emporte. Ce sera plutôt un ultranationaliste ou un tanki. Si elle conserve des régions ukrainiennes annexées, elle pourrait devoir affronter le ressentiment des masses qui ont vu leur ville bombardée et leur vie ruinée. Ce ne sera pas tout. Au milieu des ruines, Zelensky prolongera tant que possible la loi martiale et arguera de complot russe, véridique ou non, pour poursuivre son agenda antisocial, pour privatiser et déréguler les grands secteurs encore étatisés au profit de l'étranger,
ou encore pour discréditer ce qui reste du mouvement social ukrainien. Il sera alors tenté de réprimer toujours plus et toujours plus fort. En réaction, le mouvement social ukrainien finira au fur et à mesure des années par se recomposer, par se radicaliser et finalement menacer le pouvoir en place. Ce chemin sera long et tortueux, surtout face à la répression du pouvoir et vu la décomposition dont il a été victime au cours de la guerre. Mais ce contexte favorisera tout de même sur le long terme son grand retour, plus fort qu'avant. L'attitude critique de la population à l'égard du camp euro-atlantiste, mise en sourdine au début de la guerre, reviendra sur le devant de la scène. C'est là que les groupes paramilitaires ex-néo-nazis régularisés pourraient jouer un rôle. Ces derniers pourraient en effet devenir un équivalent de feu les AUC colombiens, c'est-à-dire des milices paramilitaires intégrées à l'appareil d'État pour effectuer la plus sale besogne contre les mouvements sociaux. Si ces milices ne suivent plus le néonazisme originel, elles pourraient toutefois évoluer vers une autre forme de fascisme, cette fois néolibéral, euro-atlantiste et anti-russe. Pendant ce temps, l'Ukraine sera vendue à la découpe. Mais le camp euro-atlantiste ne sera pas le seul à se la départager. En effet, la Chine pourrait aussi tirer son épingle du jeu, notamment en mettant la main sur des ressources, des voies de communication ou éventuellement des ports comme celui d'Odessa. On peut cependant anticiper que si cela tente d'arriver, alors les nationalistes ukrainiens verront cela d'un mauvais œil et tenteront de s'y opposer. Mais encore faut-il que l'État garde la main sur ces groupes. Car à force de compromission et de turpitude future, Zelensky et l'État central se retrouveront de plus en plus contestés, de plus en plus isolés, de plus en plus affaiblis. Dans le pire des cas, les tensions au sein de l'appareil d'État pourraient croître au point que ces groupes prennent leur autonomie vis-à-vis dudit appareil d'État et se posent en sauveurs du pays face au chaos ambiant, face aux mafias et au mouvement social. À ce moment-là, le fascisme, le vrai, pourrait cette fois bel et bien arriver au pouvoir. Et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Au revoir.